Alors, oui, je ne sais pas si ça va être... c'est pas une technique innovante, enfin une solution innovante que je vais vous présenter, c'est plutôt comment on fait en station d'expérimentation pour mettre au point de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodes qui peuvent être qualifiées d'innovantes. Par exemple, quand on va décider d'utiliser des plantes pièges ou des plantes réservoirs ou des plantes fleuries pour contrôler les ravageurs, quelle est notre méthodologie, notre pensée pour arriver jusque-là, parce qu'on ne fait pas tout par hasard. Il y a des choses qui sont faites par hasard, mais pas forcément ça. Ravageurs émergents, je pense qu'il faut faire tout de suite la distinction entre ce qu'il va y avoir d'exotique, d'émergent exotique, un nouveau ravageur qui arrive sur le territoire, et l'émergent indigène, c'est-à-dire des choses qui sont déjà là, qui ne posaient pas problème pour à cause de diverses choses, et qui tout d'un coup se mettent à poser d'énormes problèmes en production. Pareil, typiquement, cochenille farineuse, qui était contrôlée avant par les produits phyto utilisés pour les autres ravageurs. Avec la réduction des applications, on voit ces cochenilles pulluler. Bon, pourquoi? Très rapidement, échanges internationaux, ça explose. Quand on regarde très souvent les nouveaux ravageurs comme celui-là, c'est du négoce qui arrive d'Italie, de Hollande, d'Angleterre. En général, c'est ces trois pays-là. Angleterre, Italie, Hollande. Malgré que l'Angleterre soit une île, elle arrive quand même à nous envoyer plein de choses. Alors, par exemple, là, vous avez quelque chose qui pourrait être qualifié d'émergent, indigène et exotique à la fois. La cochenille australienne, qui pose des problèmes que depuis assez récemment, en tout cas en pépinière, elle est arrivée quand même en 1913 en France. Donc elle a mis pratiquement 70 ans avant de commencer à poser vraiment problème. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui a fait que tout d'un coup, quelque chose qui était assez anecdotique est devenu actuellement une plaie, et où on nous demande de travailler là-dessus assez rapidement. Bon, Pseudolélia agnus, arrivé en 99, alors là, on est sur un autre problème. Autant celle-là, on connaît bien sa biologie, c'est travaillé en Australie, on connaît ses auxiliaires et tout ça. Ça, c'est arrivé en 99, et c'est un insecte qui, dans son pays d'origine, ne pose aucun problème. Donc, sa biologie, ses auxiliaires, etc., ses relations avec les plantes sont pratiquement inconnues. Donc, on a un ravageur qui arrive sur le territoire, enfin un insecte phytophage qui, à l'origine, n'était pas ravageur dans son aire d'origine, arrive sur le territoire, devient ravageur, et nous, on n'a aucune étude biblio à la base pour travailler là-dessus. Un autre qui est arrivé là très récemment, il est arrivé en 2009 en France, signalé en 2013 en Pays de la Loire, c'est le pyrale du buis, où là on a un ravageur qui menace carrément la production et la production du buis, enfin le secteur du buis. Là on a des choses pas géniales. Une autre qui est arrivée là d'Italie, Angleterre, Pays-Bas, ouais, enfin un des trois quoi. C'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes, en tout cas en Italie et en Angleterre. C'est une altisse qui s'attaque aux fleurs. Là, vous avez une fleur d'hibiscus qui est toute bouffée. Donc, qui est arrivée théoriquement en France en 2005, qui a été repérée en 2012 et en 2013 en Pays de la Loire. Donc là, on a une implantation de l'espèce. Donc les pépiniéristes vont bientôt être confrontés à ça. Un autre, là, là, il a été aperçu. Il a fait une arrivée très rapide et il est reparti tout de suite, parce que le foyer a été géré tout de suite. Le tigre du bambou, donc arrivé en 2012 en Pays de la Loire. Là, c'est les dégâts sur le bambou. La bête, on ne savait pas trop ce que c'était. C'est parti au Muséum d'histoire naturelle et ça a été comparé avec des collections, très vieilles collections faites pour savoir ce que c'était que cette bête. Donc ça vient d'Amérique du Sud par les Pays-Bas apparemment. Voilà, conséquence, nous, on a un problème, c'est que quand il y a une bête comme ça qui arrive et puis qui s'implante, elle fait des gros dégâts et les producteurs nous disent, nous, il nous faut des solutions. Très rapidement, sinon, moi, économiquement, ma production n'est plus viable. Donc, il faut qu'on fournisse des choses rapides. Cependant, on a un problème, c'est que comme ils arrivent sur le territoire, ils sont souvent peu, voire pas étudiés, c'est-à-dire on ne sait rien. Ou pratiquement rien. Alors,
Un exemple sur le site de l'Eliagnus, quand on a commencé à travailler dessus, c'était en 2010, quand on tapait sous, alors j'ai mis G Scholar pour pas dire ce que c'est, un moteur de recherche Google Scholar, il y avait exactement 11 articles sur ce PSIL, 8 articles qui étaient uniquement des premiers signalements, c'est-à-dire cette bête a été trouvée en Italie, cette bête a été trouvée en France, cette bête a été trouvée, voilà, c'est tout. 2 où il est inclus dans une revue de ravageurs invasifs, c'est-à-dire où on dit en Italie, entre telle année et telle année, il y a tous ces insectes qui sont arrivés sur le territoire, et il est cité 2 fois, et il n'y en avait qu'un seul sur qui présentait quelques moyens de lutte chimique. Voilà. Donc quand on parle de ça, c'est pas forcément évident. Du coup, comment on fait quand on n'a pas de base comme ça, quand on n'a pas de biologie, quand on n'a rien, comment on fait pour imaginer les moyens de contrôle? Parce que là, c'est vraiment de l'imagination. Il va falloir, avec les quelques données qu'on a, essayer de proposer quelque chose. Alors du coup, c'est là où j'en arrive. On est arrivé au niveau de notre station à appliquer un peu systématiquement une méthodologie qui, je pense, j'espère en tout cas, permet d'optimiser les travaux pour aller vite sur des résultats, sans faire des choses qui servent à rien ou faire des doublons et de perdre son temps inutilement et de passer 10 ans à travailler pour aucun résultat. Alors voilà en gros la méthodo. Donc on a la première chose qui paraît ridicule, mais qui est absolument primordiale, c'est comment je vais noter au champ mon insecte. Le critère de notation. Alors ça paraît ridicule parce qu'on se dit c'est facile, il suffit de les compter. Oui, mais aller compter un acarien. Et aller compter des foyers de psylles où vous avez dans chaque foyer, vous avez plus de 100 psylles, 100 larves de psylles. Et vous avez 90 feuilles sur une plante atteinte. C'est pas possible. Donc il faut réussir à trouver un critère de notation facile, où il y aura peu d'erreurs possibles, rapide, et qui représente très bien l'évolution de la population. Sans ce critère, tout le reste là, c'est du vent. On peut faire 10 années d'essai sur des produits phyto, si on n'a pas un critère qui nous permet de dire si la population baisse ou monte, eh ben on ne saura pas si le produit phyto il est efficace ou pas. À moins qu'il ait une efficacité à 100%, mais ça n'existe plus, c'est fini. Donc on a une première branche qui sert à la réponse rapide pour les producteurs, c'est tester l'efficacité des produits phyto, une fois qu'on a défini ce critère. On a une deuxième branche qui est un peu plus longue, qui va s'attarder sur la biologie et le comportement de l'insecte, comment il se reproduit, où il se reproduit sur la plante, où sont les larves, la durée du cycle, etc., qui va nous permettre de savoir quelle plante de service utiliser. Plante de service, c'est toutes les plantes... oh là, il faut que j'accélère. C'est toutes les plantes qui sont utilisées dans une culture, mais qui ne sont pas destinées à la vente. Donc ça peut être des plantes pièges, des plantes répulsives, des plantes relais, des plantes fleuries, etc., etc. Chaque type de plante sert à un type de biologie, en fait. Donc il faut connaître la biologie pour déterminer le type de plante à utiliser. Les plantes de service, quand on sait les maîtriser, c'est quelque chose qui est hyper puissant, qui a une efficacité monstrueuse et un coût très faible. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger du tout. Mais là, on met plus de temps pour y arriver. Et enfin, la troisième chose, c'est les cortèges d'auxiliaires spontanés, bien sûr, pour essayer de définir une lutte biologique. En combinant les trois, on arrive à une stratégie de contrôle en PBI globale, à la fois avec des phytos, avec des plantes de service et avec des auxiliaires. Donc voilà en gros, je ne vais pas le détailler, mais voilà en gros les étapes de ce que je viens de vous dire, mais dans le temps. Comment on fait, donc on démarre par le critère de notation, on peut démarrer en même temps par la biologie in vitro, et puis etc. Chaque donnée s'enchaîne pour alimenter une autre donnée et à la fin arriver à une stratégie globale. En gros, le minimum de temps, et normalement on devrait y arriver, c'est en 4 ans, arriver à proposer une stratégie globale PBI, sachant que les produits phyto, c'est au bout de la première, voire de la deuxième année, qu'on a les données sur l'efficacité des produits. Alors, critères de notation, bon, je vous ai dit c'est indispensable, sinon on travaille pour rien. Là, vous avez des notations faites sur le site de l'Eliagnus. Il a fallu qu'on fasse
enfin plus de 1000 notations précises sur des plantes pour arriver à définir ce critère. Ça met beaucoup de temps, mais c'est tout raccourci sur une semaine en fait. On fait tout sur une semaine, on a tout plein de critères, et avec ces critères, on a des choses comme ça. C'est-à-dire que ici, vous avez la population réelle, c'est-à-dire qu'on s'amuse à compter le nombre de larves, le nombre d'adultes par stade sur chaque plante. Donc là, vous voyez le nombre de L1, L2, le nombre de L3, L4, L5, le nombre de mues, les adultes en train de copuler, la somme des larves plus adultes, les feuilles atteintes avec des larves, etc. Donc avec ces données-là, en fait, on crée des critères de notation artificielle et on va comparer la donnée réelle de la population, qui est ici, avec ces critères de notation simple. Par exemple, le nombre de feuilles avec des larves. C'est un critère de notation très simple. On va le comparer avec la population. Est-ce qu'il y a une corrélation ou pas? Là, vous voyez très bien qu'il y a une très mauvaise corrélation entre la population réelle et le critère qui est là. Il y a deux variétés d'Elaeagnus, c'est pour ça qu'il y a deux points différents. On a des R2, des coefficients de corrélation, qui sont très mauvais. Et vous voyez que pour un même niveau d'infestation réelle, vous avez un niveau de notation, du critère de notation qui est très variable. Typiquement, si vous utilisez ce critère de notation, j'ai pris un critère qui est le nombre d'adultes par plante. Nombre d'adultes de psylles par plante ici. Si vous prenez ce critère pour faire un essai d'efficacité de produits phyto ou pour faire un essai de lutte biologique, c'est sûr, vous aurez 0 résultat. Là, on fait une erreur moyenne de 55% quand même. C'est-à-dire que quand on fait une notation, on est sûr de se planter à au moins 55%, ce qui est quand même pas mal. Là, vous avez un autre critère, et là, vous voyez que nos coefficients de corrélation sont quand même vachement meilleurs. 92% pour le R2 ici, et 89% ici. Je suis jaloux, tout à l'heure, dans une présentation, il y en a un, il avait 98% sur le R2. Donc, on n'atteint que 92, mais bon. Là, on est sûr que quand on fait une notation, si je prends ce R2-là qui est le plus faible, mon erreur moyenne est de 6%. C'est tout à fait acceptable. Avec ce critère-là, je suis sûr d'avoir des résultats s'il y a une efficacité. Là, le résultat, c'est le nombre de feuilles avec des larves. Pas le pourcentage de feuilles, le nombre de feuilles. Un deuxième point primordial pour la biologie, là, on va faire un petit peu d'empathie entomologique, c'est-à-dire qu'on va se mettre à la place de l'insecte. Il y a un point primordial pour déterminer la biologie, le comportement et imaginer des solutions des solutions de contrôle à apporter sur les insectes, c'est l'observation. Si on se place à la place d'un insecte, ça donne ça. C'est pas terrible, mais ça c'est la base. Et ça, je pense... oh merde, c'est moi. On va passer... Ça, je pense que les scientifiques, les chercheurs l'ont oublié, alors que c'est l'observation de terrain, les relations entre les insectes, ce qu'on observe, ce qu'on voit sur le terrain, c'est très très important pour définir après les méthodes de contrôle en entreprise et en production. Par exemple, les populations de psylles est corrélée avec la population de psoc. Le psoc, c'est un petit truc de la famille des psocoptères, c'est sur les plantes, dans les bibliothèques, dans les maisons et tout ça, ça bouffe des champignons. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourtant, quand on fait des corrélations entre les deux populations, elle est très forte. Et bien, ces psocs, ils construisent des toiles. Et les larves de psylles se mettent dans les toiles pour se développer. Elles ont plus chaud, elles sont protégées des prédateurs, elles sont protégées des traitements. Voilà. Là, vous avez une population qui peut paraître anecdotique, neutre, qui a un impact sur notre ravageur. Alors, données d'exploitation de la biologie, par exemple, sur le site de l'Elaeagnus, il y a une entrée en diapose à partir de 30 degrés, c'est-à-dire que si vous faites une culture sous tunnel en été, vous êtes sûr d'avoir 0 psylle, puisqu'il est sous forme d'œuf. Un autre exemple rapidement, Cylindrocladium buxicola, au-delà de 30 degrés, le champignon meurt, donc c'est pareil, les buis cultivés sous tunnel, normalement, devraient être moins atteints. Bon. Ça, c'est des hypothèses, des idées qu'on émet à partir des données biologiques. L'exploitation du comportement, par exemple, les populations larvaires du psylle sont plutôt à la base des plantes. Et en plus, il y a des cires qui les protègent. Et en plus, il y a les toiles de psoc qui les protègent. Ce qui fait que si on veut bien atteindre la population larvaire en production, il va falloir qu'on pulvérise à forte pression. C'est tout con. C'est tout con ça. Mais si on ne le dit pas aux producteurs,
il ne va pas forcément le savoir qu'il faut le faire à forte pression, qu'il faut bien rentrer dans le feuillage. Et pourtant, enfin ça, c'est une observation du comportement sur le terrain qui permet de nous le donner. Il y a sa polyphagie aussi, et puis je vais accélérer. Après, il y a la polyphagie, c'est-à-dire que le psylle de l'Elaeagnus est capable d'aller sur 7 espèces d'Elaeagnus différentes. Il n'y en a que 3 en France, et c'est l'Elaeagnus cultivé qui est le plus sensible. Par contre, ici, là, sous ce China Botanical Garden Checklist, il y a des Elaeagnus sauvages qui ne sont pas cultivés, qui sont des plantes hôtes de ce psylle. Si cette plante-là est hyper sensible par rapport à la nôtre, elle peut être utilisée en tant que plante piège. Donc là, on voit un peu les stratégies qu'on va mettre en place pour définir les plantes pièges. Alors par exemple, bon, au niveau des plantes de service, à partir du comportement, si vous avez un comportement polyphage, vous pourrez aller rechercher une plante piège. Si vous avez un comportement comportement biologie où les auxiliaires spontanés sont très efficaces, suivant si c'est des cirphes ou des coccinelles, vous allez aller rechercher une plante fleurie ou une plante relais. Si les auxiliaires, c'est plutôt des acariens, vous allez aller chercher des plantes pollinifères, etc., etc., etc. On peut, suivant ce comportement, cette biologique peut être fait in vitro sur des petites parcelles en station, déjà savoir sélectionner les plantes de service qui seront intéressantes. On en vient au deuxième point, qui était, le point qui était tout en bas, là, ma dernière ligne, qui était l'observation du cortège d'auxiliaires spontanés. Donc le psylle de l'Elaeagnus, il vient de Corée, donc il vient d'assez loin, il n'est pas français du tout. Par contre, il y a des psylles en France, donc il y a des auxiliaires français qui peuvent s'attaquer éventuellement à ce psylle. Et il y a même des auxiliaires eux-mêmes exotiques, comme là, la coccinelle asiatique, qui s'attaquent au psylle. Donc là, vous avez, ça c'est les données 2013, d'une période, là on est en février-mars je crois, là il fait très froid, mais c'est un ravageur qui aime bien le froid, donc on fait les notations actuellement, on a aussi un peu froid. Donc là, sur toute l'année, vous avez l'évolution des populations d'auxiliaires, et puis là vous avez les deux évolutions de population de psylles, vous voyez là la mise en diapose clairement, là on arrive en juillet, paf, les populations s'effondrent, il n'y a plus rien. Là vous voyez que les cirphes arrivent très tôt, on en a actuellement dans les tunnels, donc elles sont là pendant l'hiver actives. Vous avez les Anthochoris, c'est ça, c'est une petite punaise qui arrive aussi très tôt et qui se développe très bien, qui est très efficace. Vous avez Harmonia qui arrive plus tard et qui est pas mal efficace. Et vous avez, ça c'est une autre punaise qui arrive encore plus tard et qui a une efficacité quand même anecdotique. Quand on note toutes ces données, on arrive à deux espèces intéressantes. C'est ces deux espèces-là qui vont être privilégiées dans nos systèmes de culture. C'est-à-dire on va mettre des plantes de service où on va aménager l'environnement de la parcelle pour pouvoir les conserver. Ou, si on a de la chance qu'une des deux est déjà dans le commerce, on va pouvoir faire des lâchers. Et là, celle-là, elle est dans le commerce, donc on va pouvoir la lâcher. Les tests in vitro, voilà ce que ça donne. On a une petite boîte qui est d'ailleurs pas en verre mais en plastique, on va dire une plastico. Un petit tube, notre bouture, et puis dessus on va mettre des larves de psylles. Et puis les auxiliaires spontanés qu'on récolte à l'extérieur, on les met dedans. Et tous les jours on va noter combien il reste de larves de psylles vivantes et on réalimente. Ça nous donne une idée de la voracité de l'auxiliaire. Et c'est souvent, sur Harmonia par exemple, on n'a pas de données de voracité d'Harmonia sur les psylles. Bon, ben là, on sait maintenant que ça bouffe environ 14 larves de L5 par jour. 14 larves, c'est beaucoup quand même. Et Anthochoris, vous avez en gros 4 larves. Pour Anthochoris, la souche sauvage, là c'est du sauvage, on est à environ 4 larves de psylles par jour. La souche d'élevage, on est en train de faire les tests, on serait plus entre 3 et 4. On aurait une voracité un peu moindre. Là, moi aussi, j'ai ma formule. Ah bah, il faut bien. J'espère que à la prochaine présentation, il y a une formule aussi. Bon, ça, c'est une formule toute bête. Elle fait mal aux yeux, mais elle est très facile. Ça, en gros, c'est la présence de l'auxiliaire sur la parcelle, fois le temps de présence de l'auxiliaire sur la parcelle, fois sa voracité. On obtient un nombre théorique qui est le nombre de larves L5 mangées pendant la durée de dénotation.
Donc vous voyez que notre punaise a mangé à Angers, parce que l'essai a été fait à Angers et à Orléans, a mangé théoriquement 1613 larves par plante. Ce qui est un truc tout à fait honnête. Hein. Et notre coccinelle, chez nous, a mangé 700 larves par plante. À Orléans, les proportions sont inversées. 100 larves pour la punaise et 300 pour Harmonia. Ce qui nous conforte dans l'idée qu'il faut travailler sur les deux auxiliaires à la fois, parce que si l'un n'est pas très présent, c'est l'autre qui prend la place. Hein, forcément, plus on a de diversité d'auxiliaires, plus on a de diversité de cultures, etc., plus on est stable, parce que quand l'un n'est pas là, c'est l'autre qui le remplace. Donc voilà, là vous avez vu les produits phyto. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les essais d'efficacité. Là, la biologie, comment on sélectionne des plantes de service. On note le cortège d'auxiliaires extérieurs, on fait une étude de son efficacité. Ça nous donne des idées sur la lutte biologique. On combine les trois et on obtient notre stratégie à tester. Donc on ne commence pas par là. Partir sur une stratégie en se disant « il y a Antocoris dans le commerce, je vais le tester ». Non, on commence par vérifier qu'Antocoris spontanément est sur le terrain pour après pouvoir le tester. Sinon, on risque de perdre un an. Et un an, c'est quand même des temps importants. Alors là, au niveau du psylle de l'Eleagnus, voilà les données actuellement qu'on a. Hein, donc le critère, c'est le nombre de feuilles avec larves. Le comportement, ça aime le froid. Il y a une diapose à 30 degrés. Il y a 2 produits efficaces. Alors on en a testé 7 produits. C'est des essais en cours d'usage mineur pour homologation. Et on a testé 7 produits. Il y en a 2 efficaces sur les 7. Là, on a trouvé Antocoris et Harmonia. Là, on peut faire des lâchers d'Antocoris puisque c'est dans le commerce. Maintenant, comment est-ce qu'on va conserver Harmonia sur le terrain? Ici, nos plantes réservoirs on devrait pouvoir trouver des plantes réservoirs pour Harmonia et Antocoris. Et finalement, on a une stratégie. Alors, stratégie en 2 temps parce que ça aime le froid et il y a une diapose. Donc, il y a 2 périodes de l'année, l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Donc le printemps-l'été, plutôt une culture à chaud, utilisation de plantes relais, lâchées d'Antocoris en début de saison. Et à l'automne-hiver, culture plutôt extérieure, des lâchers d'Antocoris et l'utilisation des produits phyto. Voilà, alors là, on va prendre autre chose. L'Hyperomorpha xanthodora, on ne l'a jamais travaillé, c'est la dernière. Mais rien qu'avec les données biblio, ce qu'on peut imaginer, c'est ça. Enfin, les connaissances qu'on a priori, c'est ça. Donc là, en utilisant la même méthode et puis en voyant ce qu'on a actuellement dans la biblio, on peut remplir ça. Là, il faudrait mettre un point d'interrogation ici. Du coup, je sais qu'il faut que je travaille ici, je sais qu'il faut que je travaille là, je sais qu'il faut que je travaille là. Et une fois que j'aurai fait tous ces travaux, je pourrai confirmer ça par la mise en place de ma stratégie. Voilà. Bon, en conclusion, hein, je pense que cette méthode qu'on utilise depuis 2-3 ans, elle nous a permis quand même d'avancer plus vite et de beaucoup moins tâtonner, et ça réduit quand même, je pense, fortement les risques d'échec quand on se met à travailler sur un nouveau ravageur. Par contre, l'inconvénient, hein, toujours pareil, hein, ça demande des structures adaptées. Il faut des chambres d'élevage pour les tests in vitro, il faut des abris adaptés, des abris adaptés en particulier insectes-proof pour faire les tests permettant de déterminer les seuils. Il faut un laboratoire, il faut un personnel abondant, très abondant. Hein, si le CEA pouvait nous donner des puces qui déterminent automatiquement les populations dans un champ, ce serait bien. Mais par exemple, le temps consacré à la définition du critère de notation du psylle que je vous ai montré, c'est 140 heures. Donc à une personne, c'est un mois de boulot, en gros, hein, presque un mois de boulot. Donc c'est long, c'est très long, mais une fois qu'on l'a, sur les étapes suivantes, on va beaucoup plus vite. Et enfin, il faut des connaissances poussées ou bien accentuées en entomo, parce que quand même, la reconnaissance des auxiliaires spontanés, pour des ravageurs nouveaux dont on ne connaît pas les auxiliaires, potentiellement, c'est tout auxiliaire présent en France. Donc il faut quand même avoir une connaissance assez bonne en entomologie, et en tout cas en entomologie agricole, avec les différents types d'auxiliaires possibles. Voilà. Merci Alain. Merci Alain. Brillante contribution à la mise en place d'une stratégie pragmatique hein, sur les méthodes de contrôle des bioagresseurs émergents. Des questions.
Oui, juste une petite question. En voulant solutionner un problème, est-ce qu'on ne risque pas d'en créer un autre? Je pense à Harmonia, en voulant lui donner des plantes hôtes pour qu'elles se multiplient, pour qu'elles puissent manger le ravageur. Est-ce qu'on ne risque pas d'augmenter une population qui, elle-même n'étant pas d'ici, pourrait créer d'autres problèmes sur des insectes auxiliaires présents dans la nature Alors, en fait, c'est pour ça qu'on utilise des auxiliaires spontanés. Hein, et pas, on ne va pas travailler sur des auxiliaires disponibles dans le commerce, exotiques. Hein, on est vraiment sur du spontané qui arrive spontanément sur la culture et sur le problème. Harmonia est déjà totalement implantée. En tout cas en Maine-et-Loire, elle est totalement implantée, elle est dominante. C'est devenu l'une des espèces dominantes avec 2-3 autres. Donc de toute façon, qu'on mette nos plantes réservoirs ou pas, elle sera là et elle viendra. Donc autant l'utiliser, sachant que les scientifiques qui l'avaient sélectionnée quand même, ils n'étaient pas trop cons. Ils avaient sélectionné une coccinelle qui est vachement plus vorace que les françaises. Donc on a un agent. Bon alors après, l'impact sur l'environnement et les espèces indigènes, maintenant on n'y peut plus rien. Hein. Le truc est parti et elle serait impossible à éradiquer. Donc l'impact, maintenant, on n'y peut plus rien. Donc autant l'utiliser puisqu'elle est là spontanément et qu'elle vient spontanément dans nos cultures. Voilà. Autre question? Définitivement.